Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Guy, c'est un peu bizarre où est-ce qu'on fait l'enregistrement de l'introduction seulement pour le mois de mars. On est à l'hôtel Bonaventure dans le cadre de la conférence Confoo, C-O-N-F-O-O. Ça, Guy a présenté, moi j'ai présenté, et on a profité du fait qu'on était tous les deux sur place pour prendre quelques minutes pour faire l'enregistrement de l'introduction. On parle d'introduction seulement ici, hein? Oui, parce que ce qu'on va vous présenter, c'est un enregistrement que j'ai fait au mois de novembre, pendant le MVP Summit, quand on était à Seattle. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Perfetti et Guillaume Rouchon, qui sont deux Parisiens qui ont la reconnaissance MVP ALM. Et on a discuté avec eux autres de Visual Studio Online, un sujet qu'on n'avait pas encore abordé. OK. Puis, là, quelques mois plus tard, finalement, on met l'émission en ligne. Écoute, sans plus tarder, on va passer la main à Michel et Guillaume. Bonne écoute. Je suis avec Guillaume Rouchon et Michel Perfetti. On n'est pas du tout à Montréal, on est dans la belle ville de Redmond, dans l'État de Washington, aux États-Unis, et on est trois francophones. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour donner le contexte, cette semaine, Microsoft reçoit tous les gens qui ont reçu Microsoft offre un prix aux gens qui sont fortement impliqués dans les communautés. Ils appellent ça le Microsoft Most Valuable Professional, MVP, l'acronyme. Et cette semaine, Microsoft reçoit les MVP d'à travers la planète, dont, entre autres, mes deux invités qui ont pris un vol de Paris pour venir à Redmond. Et ça donne que on est tous les trois dans le même domaine d'expertise, celui ALM. Donc, hier, lorsqu'était la première journée, on a eu la chance d'échanger, puis on s'est dit que ça serait une bonne occasion pour faire un podcast. Et c'est ce qui fait que ce matin, on se retrouve tous les trois assis. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Bonjour, oui, ça va très bien. Donc, la dernière voix que vous avez entendu parler, c'est Guillaume. Guillaume, toi, c'est ta première fois que tu fais un podcast avec nous, parce que le premier bonjour, c'est Michel Perfetti. Oui, on avait fait ça à Paris d'ailleurs. Oui, il y a quelques années. Sur ALM, sur Visual Studio. Et aujourd'hui, on va faire un podcast sur Visual Studio Online, la version sur le cloud. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait aussi faire le parallèle avec la version sur site, qui est ce qu'on appelle communément souvent TFS ou Team Foundation Server, ce qui est le même produit. Donc, la formule, c'est toujours la même quand on fait un enregistrement. Je veux que nos éditeurs connaissent un peu mieux nos deux invités. Donc, Guillaume, toi, c'est la première fois que tu participes. Ça fait quelques années là, que tu reçois la reconnaissance MVP. Oui, là, c'est ma 4e année. Et j'espère 5e année au 1er janvier. Donc, toi, t'es renouvelé parce qu'il y a 4 fois par année où est-ce que les gens peuvent être, absolument, ça dépend à quel moment notre date d'anniversaire où on est nommé. Puis ensuite, l'année subséquente, en fonction de ce qu'on a fait, soit ils nous renouvellent pas. Michel, toi, ça fait... Moi, j'en suis à ma 9e. 9e. Moi, je vous bats. En tout cas, cette année, je vais être à ma 11e année. Si je suis renouvelé, forcément. Tout dépend des implications. Mais absolument, quand on est justement 5 ans, 9 ans, c'est que absolument, on est fortement impliqué dans notre communauté. Puis c'est quasiment une façon de vivre, participer, puis diffuser des contenus. Parce que c'est la première chose que Microsoft reconnaît, c'est le fait qu'on aime partager nos connaissances. C'est pour ça que tu participes à un podcast aujourd'hui. L'autre chose aussi que Microsoft reconnaît, parce que c'est pas n'importe qui gagne le prix, c'est qu'il faut que tu sois expert, il faut que tu connaisses ton domaine. C'est que c'est pas parce que tu partages tes connaissances, si tes connaissances sont stupides, Microsoft n'aime pas bien ça, absolument. Non. Donc, Guillaume, juste pour la petite histoire, ça fait quoi, au moins 10 ans que tu fais d'informatique, sinon plus? Ouais, ça doit bien faire 13 ans maintenant que je suis dans l'informatique d'un point de vue professionnel. Parce que forcément, j'ai commencé, comme beaucoup, bien avant. T'as-tu commencé quand tu étais même adolescent ou... Ouais, quand j'étais, ou même avant adolescent. Alors, j'ai commencé, comme beaucoup de gens, par le jeu vidéo. Ouais. Hein, et puis ensuite, de là, on a envie de se mettre à programmer. On se dit, tiens, comment je pourrais faire la même chose? C'était quoi donc le premier PC ou ordinateur que t'as eu dans ta vie? J'ai eu un Atari 520. Oh, wow! Vieux, concurrent de l'Amiga. Ouais.
Donc, bon, Parce que l'Amiga 3000, à l'époque, avec les 64 000 couleurs, c'était tout un ordinateur, là. ouais, non, là, sur l'Atari, on en avait que 16. Hein, donc, Ouais. Mais il coûtait moins cher, le 520 il aussi. coûtait moins cher. Voilà. Donc j'ai commencé par ça, l'Atari, ensuite... C'était fort atterri en Europe, hein. Puis il y avait aussi une compagnie italienne, j'ai oublié le nom, qui avait aussi des PC. Non, Non, pas Commodore. Il y a Commodore qui était allemand, Ouais. puis il y avait un Il y avait italien. Amstrad. Oui, Amstrad, ça, c'était british. Ouais. Parce que chaque pays avait... Il y avait Thomson en France. Il y avait Thomson en Thomson en France, c'est France, vrai. Puis je pense que c'était une filiale d'Olivetti, tu sais, ceux qui faisaient les machines dactylo. Ouais. Ça devait faire 10 ans que j'ai pas entendu ce mot-là. Olivetti. Non, hein? Oui, moi c'était les modems. Les modems modems. Olivetti, à l'époque de l'Internet, de l'âge de pierre. Hein. Ouais. Donc, d'ailleurs, pour beaucoup de gens aujourd'hui, quand nous, on entend le bruit d'un modem, on sait ce que c'est, mais tu sais, nos enfants, c'est quoi ça? Parce qu'ils connaissent pas. Pourtant, nous, c'est un son assez caractéristique. Nous, on comprend l'icône de sauvegarde que c'est une disquette. Ouais. C'est ce que c'est. Donc, t'as fait un parcours scolaire classique, j'imagine? Alors, scolaire, sur l'informatique, pas tout à fait, parce que j'ai commencé par faire de la chimie. Ah, donc... D'abord, j'ai fait de la chimie, 2 ans. Et ensuite, je me suis rendu compte que finalement, je m'avais plus en informatique. C'était beaucoup plus rigolo. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la chimie et de continuer sur l'informatique d'un point de vue professionnel. Puis diplôme universitaire ou diplôme spécialisé? Universitaire. Donc, j'ai fait 2 ans de ce qu'on appelle le DUG en français. Et ensuite, j'ai fait licence, maîtrise et diplôme supérieur en informatique. Es-tu de Paris ou de la région? Moi, je suis parisien. Je Parisien. suis né à Paris et je suis resté à Paris tout le temps. Je suis un vrai parisien. Michel, es-tu un vrai Oh Parisien? non, moi je suis du Sud. Toi, t'es du Sud, t'as monté sur Paris. Ouais, moi, au départ, je comptais pas monter sur Paris. J'avais tracé une ligne quand j'avais choisi mes écoles et je me suis retrouvé bizarrement à Évry, dans la ouais. banlieue de Paris. Je sais pas comment. Sa Pas ligne assez- était- J'étais pas assez bon. Moi, ma ligne était à Valence, donc elle était très bas. Tu demeurais à Valence? Non, j'habitais à Marseille et j'ai dit pas plus haut que Valence. Ah oui, ok. Et je me suis retrouvé à Évry. Pour ceux qui connaissent la géographie de la France, ils se rendent compte qu'il y a quand même un gros gap. Mais ça veut dire deux choses. Soit qu'il n'y a aucune école de J'étais pas bon. qui voulait t'accepter. C'était plutôt ça, je pense. Ouais, c'est peut-être parce que t'étais pas dissipé, c'est pas le bon mot, mais t'es quelqu'un de curieux, puis donc... Je sais. L'école, c'était pas ça, quoi. Non. J'étais dans la moyenne, ça suffisait. Michel, toi aussi, ça fait une quinzaine d'années que tu fais l'informatique. Ouais, j'ai commencé mon premier job au 1er janvier de l'an 2000. Donc maintenant, ça va. On 14. va sur ma 15e. On est dans la 15e année, là. Êtes-vous toutes les deux dans la même boîte de consultants? Vous êtes tous les deux consultants? Oui. On est dans la même boîte, oui. La même boîte, Ouais, ça s'appelle comment? Celenza. Celenza. Mais ça remonte même plus loin parce que avant Ouais. Celenza, on était tous les deux aussi dans une autre société de consulting qui s'appelait Winwise. Ben oui, c'est quand j'ai enregistré avec toi, Exactement, c'était à Winwise. parce qu'à l'époque, Winwise avait quoi, une dizaine, si c'est pas une quinzaine de MVP. En tout cas, à peu près tous tes MVP Alors, on est monté parisiens. jusqu'à 10, je pense. Après, c'était le top. Ça a été le top et puis après, bon, il y a eu quelques Ouais. petits trucs, ça s'est séparé. Ouais, Et- ils sont tous allés partir soit dans des nouvelles firmes ou aller travailler pour d'autres firmes. Voilà. Et puis on s'est retrouvés après à Celenza, à nouveau. Puis, donc, j'imagine que vous avez même voyagé ensemble si vous partiez de Paris, donc le même vol d'avion, parce qu'il n'y en a pas 25 000 vols d'avion direct. Ah non. Il y en a un par jour. Il y en a un par jour, oui. Ça suffit. C'est le vol de samedi 10h40. Ouais. C'est le même tous les ans. Ça, Ah ouais. ouais? C'est le même numéro de code en plus. J'ai Ça même pas change refait mon pas. C'est formulaire. sur Air extra. France. Exactement. Ouais. Puis, donc, parcours assez classique aussi, à part Oui. le fait que tu te retrouvais à étudier dans le nord, en tout cas dans la région parisienne. Oui, c'est ça. J'ai fait lycée, classe prépa, une école d'ingé publique. Donc c'était pas cher. Et après 6 ans, j'ai fait du C, du matériel. Donc, et après, je suis parti sur du .NET. Et après, sur la gamme Visual Studio. Quand tu étais jeune, toi, comme Guillaume, est-ce que tu avais PC chez toi? Quand j'étais tout petit, j'avais un MO5. Un quoi? Un MO5, un Thomson. Ah, c'est pour ça que tu me parlais de Thomson. Moi, Voilà. j'ai pas connu ça, les Ah Thomson. non, il y a un crayon optique pour ceux qui connaissent, qui permettait de pointer quelque chose sur l'écran. Ah, ouais? Ça utilisait le balayage du rayon d'électrons pour Ouais. savoir où c'était, pour pouvoir pointer des coordonnées sur un écran. Puis c'était quoi ces processeurs là-dedans? C'était des 6502, un peu comme Je les sais Commodore? plus, je ou- sais plus ce que c'était. C'était pas Parce- grand chose. Moi, j'ai pas eu de Thomson. Parce que je me souviens à C'était du l'époque. basique.
Ah oui, c'est vrai, c'est soit. Moi, j'aimais pas programmer basique, j'ai jamais aimé les langages trop simples, je sais pas. Donc, je me retrouvais toujours l'assembleur, là, c'était comme si on veut faire quelque chose de sérieux, ou quand j'avais découvert le C qui donnait la puissance d'assembleur sans la complexité. Moi, j'ai fait un peu de Pascal quand j'étais au lycée. Mon père me ramenait en cachette un PC portable du travail, un 286 portable. Ah oui, Enfin, portable, c'était un grand mot. avec des disquettes 5 pouces écart ou des disquettes... Non, c'était déjà du 3 pouces et demi. Ah, ok. Moi, j'ai connu le 5 pouces 1 quart chez mes parents aussi, Ouais. au travail. Puis là, tu avais le format 360 kilobytes ou le format 1.2 mégabytes, qui n'était pas compatible des deux. J'ai fait pas mal de Delphi, du C après, et puis après maintenant du .NET. C'est cher. Puis, bon, les dernières années de votre vie se sont passées dans un monde Microsoft.net, littéralement. Et rapidement, vous êtes intéressé au cycle de vie du développement logiciel. Donc, pas juste à construire du code, mais comment on construit jusqu'à la livraison, le déploiement. C'est ce qui caractérise les gens qui deviennent souvent des MVP ALM, c'est qu'on aime plus regarder le cycle global. Puis c'est probablement à travers votre travail, à un moment donné, vous aviez à le faire, soit chez des clients ou c'est un intérêt aussi personnel. Moi, c'était à la fois personnel et chez les clients, parce qu'on est tombé sur la problématique. La première chose qu'il y avait, c'était ce qu'on appelle l'industrialisation des développements. C'était en avoir assez de « Ah oui, c'est tel développeur qui a compilé sur sa machine et ensuite on l'a envoyé en production. » Donc vraiment assez de l'artisanal, quoi, où la personne n'est pas là, on n'a plus accès aux sources, on peut plus revoir la version. Donc c'est vraiment se dire, il y a des outils et rentrer sur ça sert à quoi, comment on peut faire, comment on peut améliorer, fiabiliser toute cette chaîne en fait. Et à partir de là, sortir du fameux cycle où le développeur dit, mais ça marche sur ma machine. Voilà. Non, mais ça existera toujours. Ça existera toujours. On va avoir les pins, on aura les plaquettes et tout. Mais au bout d'un moment, il faut se dire, oui, ça marche sur ta machine, mais t'es malade de temps en temps. Et si t'es pas là, faut qu'on puisse avancer aussi. Puis je sais, Michel, nous, je pense qu'une des émissions qu'on avait fait, c'était justement sur toute l'extensibilité à l'époque de TFS. Oui. Parce que toi, tu t'intéressais beaucoup à construire, à bonifier la plateforme avec... Oui, toujours dans un bon développeur, est un développeur un petit peu feignant, qui aime pas refaire les choses. Et donc, on essaie d'automatiser pas mal de choses et tout n'est pas fourni par les outils. Donc, des fois, il faut rajouter des petites couches autour. Donc, il faut bien connaître comment marchent les outils et comment les étendre. Puis si on est un bon développeur fainéant, maintenant, on veut plus déployer de serveurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut utiliser Visual Studio Online, qui est le sujet de notre conversation. Et comment on pourrait, en quelques mots, comment on pourrait décrire Visual Studio Online? C'est, on va dire, Team Foundation Server, hébergé par Microsoft et mis à jour par Microsoft. Voilà. Donc, tu n'as plus besoin d'installer ton propre serveur, tu n'as plus besoin d'installer... Tout ce que tu fais, c'est un service sur le web, donc c'est une adresse URL. Exactement, c'est du mode SaaS, donc Software as a Service. On se connecte sur une URL, on dit je veux créer un compte, et Microsoft s'occupe ensuite de nous créer. Donc pour ceux qui ont l'habitude de TFS, ils créent la collection, et puis ensuite on peut créer les projets directement depuis l'interface. Puis Visual Studio Online, le service réel existe depuis quoi? 6 mois? Plus que ça peut-être maintenant? Non, ça fait quand même plus. C'était en 2011 qu'ils ont annoncé la première preview. Ouais, il y a eu la preview, mais le produit en tant que tel, je suis d'accord avec vous, ça a commencé il y a longtemps. Le produit, il a été lancé officiellement l'année dernière. C'est ça, hein? Voilà. Avant, il s'appelait donc Team Foundation Service Preview, et l'année dernière, il y a quasiment un an, c'était en début novembre, il y a eu la grosse conférence de lancement de Visual Studio 2013. Et ils ont annoncé donc le renommage de Team Foundation Service en Visual Studio Online. Puis je pense que c'est important de dire ça, c'est que Visual Studio Online, c'est pas quelque chose qui est apparu dans la dernière année, c'est que c'est un produit qui a commencé en 2011. Vous avez toutes les deux participé à tester ce produit-là. Moi aussi, je l'ai testé. On a tous eu des comptes TFS Preview. À l'époque, c'était presque juste justement les MVP pour la petite histoire, pour Microsoft, c'était aussi une façon de commencer à éprouver leur service de cloud, le service Azure, parce qu'en arrière, c'est tout hébergé sur Azure, Visual Studio Online. Mais maintenant, si on regarde toutes les fonctionnalités qui sortent sur Visual Studio Online, c'est quasiment toujours le même schéma, une preview privée entre certains clients privilégiés, les MVP, ensuite une preview publique, et après la livraison officielle. Ouais. Et là, on annonce s'il y a un prêt payé, ou en tout cas quel doit être le modèle de prix pour... parce qu'on parle de service,
c'est pas gratuit. Il y a une offre quand même qui est pas très dispendieuse. Je pense que c'est gratuit si t'as pas beaucoup d'utilisateurs, mais dès que t'as plus que quelques utilisateurs, ça va coûter de quoi? En fait, donc l'offre, elle est gratuite pour 5 utilisateurs, donc qui ont accès à l'ensemble de la plateforme. Et puis dès qu'on en veut un peu plus, alors il y a une autre offre gratuite illimitée, c'est ce qu'on appelle les comptes stakeholders, qui ont accès en lecture seule. Donc c'est pour les gens qui veulent plutôt voir ce qui se passe, mais ne pas interagir. Donc, finalement, ton client qui, lui, il sera pas vraiment contributeur pour créer du code, mais il veut, à l'occasion, aller voir certains des livrables. Voilà, Ça va être ce qu'on appelle un stakeholder en anglais. Voilà. Ou ton manager qui veut juste suivre le projet à haut niveau, mais qui va pas contribuer. Donc toutes ces personnes-là, qui n'ont pas un intérêt de travailler sur le projet, mais qui veulent voir l'état d'avancement, bah, en fait, ils auront un accès gratuit. C'est très agile comme façon de travailler, parce que en agile, on se dit on n'a rien à cacher. Donc si quelqu'un veut voir comment on travaille, ben, comme on n'a rien à cacher, on peut lui montrer. Mais ça veut dire que si tu as 5 contributeurs, donc des développeurs, des designers, des équipes de 5, c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de logiciels qui sont faits par des équipes de moins que 5 utilisateurs. Puis là, si tu rajoutes tous les fameux stakeholders, ça peut monter à 10, 12, mais ces gens-là ne sont pas des contributeurs. Puis cette offre-là, elle est totalement gratuite. Donc, il y a peu de raisons, en tout cas, pour une petite équipe de pas, en tout cas, si on n'a pas une solution déjà en place, de pas utiliser Visual Studio Online, parce que tu n'as même pas besoin de débourser des sous. Non. En plus, c'est privé, c'est-à-dire que contrairement à un compte gratuit sur GitHub, c'est pas vraiment la même façon de travailler. GitHub, c'est plutôt communautaire, open source, on partage dès qu'on crée quand c'est gratuit. Visual Studio Online, c'est privé. Il n'y a pas de version gratuite, c'est-à-dire publique, pardon. Ouais, j'aime ça que tu parles de GitHub parce que positionnons justement, c'est quoi les compétiteurs? Juste c'est quoi les comparables pour c'est peut-être nos auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de Visual Studio Online, mais ils savent peut-être qu'est-ce que c'est. Tu parles de GitHub. Donc, si on présenterait GitHub vite fait, c'est un peu la même idée. Tu peux héberger ton code source. On peut héberger le code source, on a des artefacts de travail. Voilà. Alors par contre, on n'a pas ce qui est build. GitHub est orienté effectivement code source, partage et artefact de travail pour suivre un peu donc souvent comme un wiki pour être capable de créer des contenus. etc. Après, il y a tout ce qui est de la suite de Altasian, donc Jira, qui a aussi une offre SaaS. Ils ont-tu une offre gratuite même pour les quelques utilisateurs ou faut le premier utilisateur, je pense, c'est quoi, quelques dollars par mois ou... Ça, je ne sais pas. Ils font confiance aussi qu'il y a un outil de wiki. Mm-hmm. Mais donc, les deux grands produits, c'est Atlassian d'un côté, GitHub, puis tu as Visual Studio Online. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense pas qu'on puisse parler de concurrents parce que si on regarde les fonctionnalités, ils font pas tous la même chose. Ils sont dans le même domaine, dans le SaaS pour le développement. Mais comme ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités, c'est quand même difficile de les classer ou de les comparer parce que si on regarde GitHub, il est bien meilleur sur certaines parties avec la gestion de... D'ailleurs, Visual Studio Online essaie de les rattraper sur la partie gestion de source. Par contre, Visual Studio Online, il est bien meilleur sur la gestion de projet parce qu'il y a tout un artefact et toute l'expérience qui vient de TFS. Donc c'est difficile de les classer parce que elles ont pas les mêmes jeux de fonctionnalités. Il n'y a pas de l'agent de build qu'on a dans Visual Studio Online ou les agents de cloud test qu'on a aussi. Donc on peut pas vraiment comparer. Ils sont dans le même domaine. Mm-hmm. Après c'est des choix. Peut-être que GitHub ça peut suffire pour d'autres personnes. Peut-être que Visual Studio Online. Puis vu que Jira c'est construit en Java, puis qu'on peut facilement l'étendre en programmant en Java, c'était beaucoup. Il y a en tout cas beaucoup de développeurs Java qui utilisent la plateforme Jira. Parce que ça semble être plus naturel pour eux, parce qu'on s'entend que les développeurs Microsoft, c'est naturel pour eux d'aller vers Visual Studio Online, parce que c'est la plateforme faite par Microsoft. Mais la plateforme, à quelque part, elle est totalement agnostique. C'est pas parce que tu ferais du Ruby que tu pourrais pas utiliser Visual Studio Online. Non, en fait, même en plus, depuis quelques mois que Microsoft a décidé d'intégrer Git comme contrôleur de source, donc en premier dans Visual Studio Online, ça a ouvert la porte justement à un ensemble d'autres langages et même IDE qui ne sont pas Microsoft. Donc regardons les fonctions. Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité? La fonctionnalité cœur, en tout cas, à mon avis à moi, vous pourrez me convaincre autre chose, c'est la gestion des sources. Et historiquement, le produit TFS avait un gestionnaire de code source centralisé. Comme un peu l'équivalent qu'on pouvait avoir quand on était avec un SourceSafe ou Subversion, c'est-à-dire un serveur central.
Mais ça, en tout cas, ces dernières années, les équipes sont en train de démontrer que c'est pas l'approche la plus optimale. L'approche la plus optimale, c'est d'avoir un serveur de source décentralisé. Là-dessus, il y a comme 2 ou 3 technologies. La plus connue est Git. Puis GitHub a focalisé là-dessus pour aller chercher une part de marché en disant, nous, on va vous offrir un gestionnaire de code source Git. Et là, depuis le début, je pense, Microsoft, quand ils ont annoncé le service en 2013, il était sur Git en partant. Ou c'était comme Ils avaient déjà mis Git sur Mercurial sur Codeplex. Donc ils avaient déjà commencé à accumuler de l'expérience sur cette partie-là. Donc ils savaient déjà, ils sont pas partis de zéro en fait quand ils sont partis du Visual Studio Online. Ouais. Ils ont déjà travaillé sur Codeplex pour savoir comment ils allaient l'intégrer. Et de toute façon c'était une ouverture nécessaire parce que ça colle bien à l'agilité ce système de source control. Autant le source control classique qui maintenant il s'appelle Team Foundation Version Control ou TFVC, on peut le retrouver comme ça dans les documentations. Ça peut être très adapté à certains types d'entreprises qui sont pas forcément avec des petites équipes agiles mais avec des grosses équipes de plusieurs dizaines de personnes. Autant Git, sa simplicité fait que sur des petites équipes, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser. Et en plus, c'est multi-technologie. Puis de plus en plus maintenant, l'outillage ne fonctionne que pour les environnements de gestionnaire de code source distribués. Toutes les innovations se font de ce côté-là. On peut quasiment dire tout ce qui touche les gestionnaires de code source centralisés, bientôt, ça va faire partie du passé. Ça va être du patrimoine. Un peu comme aujourd'hui, on se souvient qu'il y a déjà eu des RCS, des gestionnaires de code source qui étaient basés sur des fichiers, fin des années 80, début des années 90. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Il va falloir encore un peu de temps pour que les gens s'adaptent à ce mode de fonctionnement parce que autant les gestionnaires centralisés sont adaptés à des très gros blocs de sources, autant pour les distribuer, c'est plus difficile parce que on a des mauvaises habitudes quand on a des gros blocs de sources avec des binaires dedans et les systèmes distribués n'aiment pas trop ça parce que il faut bien se rendre compte quand on a des systèmes distribués, on travaille avec tout l'historique en local. Donc quand il y a des binaires, c'est une copie littéralement du gestionnaire de sources que tu mets localement. Souvent on va dire je tire, je pull ou je clone, on commence au début, donc je me fais une copie, je travaille dessus, puis bon là je vais l'utiliser comme un gestionnaire de course un peu centralisé, c'est-à-dire je fais mes check-in, check-out, et quand je suis prêt, je repousse souvent vers l'origine, ou en tout cas vers où était ma source, mais je pourrais pousser vers une autre instance ailleurs si je voudrais. Tout est basé sur des URS, tout est basé sur Internet. Puis cette façon-là de ramener localement est intéressante parce que tu peux facilement travailler déconnecté. En tout cas, d'ailleurs, ce qui est important à rajouter aussi, c'est que non seulement Microsoft fait ça côté serveur, Visual Studio supporte nativement Git depuis la version 2013, je crois. Oui, depuis un des updates sur la 2013, effectivement, maintenant on a la possibilité de voir son code source et donc de faire des pulls et des commits, comme on dit en Git, depuis Visual Studio. Donc, avec une interface, graphique qui simplifie l'utilisation et qui donne aux novices effectivement un moyen de commencer à travailler, parce qu'il faut voir que Git ou les systèmes distribués sont un peu plus complexes à prendre en main, parce qu'il faut bien se rendre compte que je fais mon commit, il est fait effectivement sur ma machine, il n'est pas partagé avec les autres, donc après il faut que je le partage. Et ça, les gens, il faut qu'ils apprennent faut qu'ils apprennent cette manière de travailler. Puis historiquement, avec les outils à la GitHub, c'était la ligne de commande. Et puis là, il y a un développeur qui était habitué d'être dans Visual Studio depuis 10 ans, qui a dit, là, il faut que tu retournes à la ligne de commande pour pousser ton... Oui, c'est plus difficile. Il n'aimait pas ça. Tandis que là, maintenant, c'est intégré dans Visual Studio, ça revient... tellement bien intégré qu'on le retrouve même dans CodeLens pour avoir l'historique. On peut dire sur une méthode, les derniers commits qu'il y a eu sur cette méthode-là, comme... ils essayent de remettre niveau Git par rapport à les options qu'on a dans TFVC. Donc il y a du travail parce qu'il y a 8 ans à rattraper, mais ça avance petit à petit. Oui, puis à terme, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils vont rattraper et dépasser la compétition, si on peut appeler ça de compétition, les GitHub de ce monde, parce que la machine Microsoft, quand elle décide qu'elle investit, qu'elle adopte une technologie, elle y va pas... Non. D'ailleurs, en parlant d'adopter, il faut bien dire que c'est pas un Git refait par Microsoft, parce que on pose souvent la question. Ouais. C'est vraiment les bibliothèques Git qui sont open source, qui sont intégrées à Visual Studio. Donc c'est le même Git qu'on va retrouver si on télécharge sur le site de Git et qu'on installe le client. Donc ce que Microsoft a fait, littéralement, c'est on dit on reproduit pas, on va juste devenir des contributeurs dans l'équipe Git. Exactement. Et les autres, ils font leur push request à l'équipe
Donc, puis pour l'équipe Git, c'était comme intéressant. Ça veut dire que là, tu avais des développeurs professionnels payés par Microsoft qui, du jour au lendemain, devenaient des contributeurs dans ton équipe. Sans vouloir te compétitionner, ils voulaient juste bonifier l'offre. Ils le font pour plein d'autres technologies maintenant, et c'est plutôt devenu une culture d'entreprise. Oui. On peut dire que Microsoft a vraiment pris le virage open source depuis 1 an et demi, surtout avec le nouveau CEO. Lui, c'est très clair. On va open source presque mur à mur maintenant. Ben, on prend les choses qui marchent et on contribue pour qu'elles deviennent encore meilleures, et ça sert à rien effectivement de refaire l'existant. Ils ont fait ce virage qui est très bien, et c'est l'intérêt aussi de la plateforme Visual Studio Online, c'est qu'en fait ils ont pris aussi le virage agile, et donc la plateforme elle est mise à jour toutes les 3 semaines, donc on a vraiment des nouveautés qui apparaissent régulièrement. Avec Git au début il y a eu un petit support, et puis ensuite petit à petit des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. On est maintenant au pull request, donc quand un développeur au lieu de faire son commit directement, il va demander à la personne qui gère Git partagé, voilà mes modifications, relis-les, accepte-les. Et ça arrive en fait sur Visual Studio Online avant même d'arriver sur du on-premise. Oui, parce que la version sur site, elle est mise à jour une fois par année maintenant, à peu près. Oui, et une mise à jour tous les 3 mois. Et puis Tandis que celle qui est en ligne, c'est à toutes les 3 semaines, c'est ce que tu disais. Voilà. Si on termine sur les fonctionnalités, donc gestion de source forcément, puis on pourrait parler beaucoup sur Git parce qu'il y a beaucoup à dire, il faudrait quasiment faire une émission sur Git à un moment donné. À côté de ça, tu as toute la gestion des systèmes de travail ou les éléments de travail, souvent. Je sais pas, en France, dites-vous plus. On dit directement work item. Work item, en France, on utilise beaucoup les mots anglais. Donc, plus qu'au Québec. Oui, nous, on est plus anglicistes. Peut-être que vous sentez moins la pression, nous, avec 330 millions d'anglophones autour de nous. Oui, c'est ça. On était un peu comme le petit village gaulois. De temps en temps, quand tu vois backlog et journal des travaux en souffrance, tu préfères dire backlog parce que c'est un peu plus rapide. Oui. D'ailleurs, la traduction française n'est pas très bonne. Ouais, ou souvent, les gens disent le carnet de commandes, backlog. Backlog, ça dit ce que ça dit. Donc, justement, tu as la gestion, puis c'est beaucoup l'outillage agile qui est imbriqué dans tous ces systèmes de travail-là. Et une offre qui est presque unique, l'automatisation des constructions, les builds. Oui. Souvent encore là, si on dit build, le monde comprenne. Si on parle d'automatisation des constructions, on dit de quoi il parle? Non, ça, les builds, effectivement, c'est une offre qu'on retrouve pas sur les autres plateformes, qui est en fait que Microsoft va utiliser la plateforme Azure pour monter à la demande en fait un serveur pour compiler notre application, et le résultat sera posé dans TFS, accessible, dans Visual Studio Online, et accessible directement. Et on paye à la minute. On paye à la minute d'utilisation du serveur. C'est quand même pas si dispendieux. C'est pas un... Je sais que le mot dispendieux, c'est pas un mot. C'est un vieux mot français pour vous. Mais j'avais prévenu Guillaume hier. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup au Québec. Toutes les fois que je vais en Europe, le monde dit dispendieux. Mais c'est rigolo, c'est un vieux mot français du 18e siècle. Donc, ça serait quoi, cher? J'ai pas le tarif en tête. Non, c'est pas très cher comparé au prix d'une machine normale. C'est des centimes d'euros la minute. Et dans tous les cas, en fait, Microsoft offre 1 heure de build par mois, gratuite. Donc, si on ne fait pas beaucoup de compilation, ça peut rentrer même gratuitement. Parce qu'on s'entend, le développeur va quand même faire son F5 localement, mais tout ça, mais ce que Microsoft voulait mettre de l'avant, c'est on devrait jamais déployer, en tout cas en production, quelque chose qui a été construit sur le poste d'un développeur. C'est pas la bonne façon de faire l'industrialisation. Ça devrait être passé à travers un vrai build automatisé qui va, par exemple, s'assurer de mettre les bons numéros de version. En tout cas, il y a toute une mécanique qu'on veut mettre en place. Et c'est ce que nous offre l'outil Visual Studio Online. Il nous offre ça, et en plus, il nous offre toute l'extensibilité qu'on peut retrouver on-premise sur le build. C'est-à-dire qu'on peut changer son workflow de build, on peut y rajouter des activités. Moi, je lance des tests unitaires, ça c'est géré, mais je veux lancer du FXCop ou du StyleCop, donc des outils en fait de calimétrie. Et je vais pouvoir mettre à jour ce workflow pour lancer ces outils, et je vais pouvoir les lancer directement dans la plateforme hébergée Microsoft. Ce qui veut dire que en tout cas, on s'entend pour les grosses organisations, souvent on va avoir sur site nos propres serveurs, mais pour une organisation de moyenne taille ou petite taille, tout est sur le cloud, et tout ce que tu as, c'est tes laptops pour faire ton développement. Voilà.
Alors après, tu peux avoir le système hybride aussi. Tu peux avoir des grosses entreprises qui vont dire, moi, j'ai plus envie de gérer les serveurs TFS, les backups, ça me coûte cher et puis c'est pas mon métier. Et en plus, je peux avoir des équipes distribuées. Donc, j'ai pas envie non plus de gérer les règles de firewall, d'ouverture de port, etc. Donc, je vais sur du Visual Studio Online, j'y mets mon code source, j'y mets ma gestion de projet. Par contre, la partie build, j'ai encore besoin de certains composants locaux, et ben, on peut très bien mettre son infrastructure de build localement et la connecter en fait à son compte Visual Studio Online. Et ça marche de la même manière, je pousse mon code et mon serveur de build local est prévenu et puis il lance une build en récupérant les sources d'internet. Il compile et le résultat là, il peut soit le copier dans un partage réseau parce qu'il est dans l'entreprise, donc il a accès à toutes les ressources de l'entreprise, ou il peut le repousser dans Visual Studio Online. Ce qui est important, c'est de dire, c'est que c'est pas parce que les outils sont dans le cloud que les machines sur lesquelles on va déployer après sont aussi dans le cloud. On peut aussi déployer de cette façon-là sur des serveurs qui sont dans l'entreprise du client. Ah ouais, puis comme moi je fais beaucoup de développement mobile, quand je veux déployer sur mon téléphone, c'est local, là. Voilà, C'est pas quelque part. Donc en fait, on a cette possibilité d'hybride, en fait, d'architecture hybride, qui est assez intéressante pour des gros clients justement. Pour nos auditeurs qui sont habitués à voir leur serveur, toute la gestion des sources comme quelque chose qu'on garde localement, c'est quoi les avantages de décider d'aller sur le cloud? Outre le fait que, l'offre initiale est gratuite, mais le prix, c'est un avantage, mais c'est pas le seul. Donc, quels sont les autres avantages? Flexibilité? Le backup déjà. Ah ouais? Donc, c'est vrai? Les procédures en cas de coupure de réseau, les serveurs tombent. Là, c'est dans le cloud, il suffit d'avoir une connexion Internet, on peut travailler. Donc, t'as un feu dans ton building, tes développeurs peuvent quand même travailler le lendemain parce qu'ils se branchent de la maison, par Exactement. exemple. Ça permet aussi le travail distribué aisément. Tu peux être au bureau, à la maison. À la maison, Tu peux être sur la côte d'Azur en train de tu peux coder. être sur la côte d'Azur au soleil et tout, ou alors plutôt typiquement franco-français, t'as des grèves et tout, tu peux pas aller au travail, pas de problème, t'es chez toi, t'as ton laptop, tu peux travailler avec ton téléphone. C'est pas les procédures il faut que je me connecte au VPN de l'entreprise, il faut que j'ai été autorisé. Puis le fait que maintenant, le gestionnaire de source, c'est Git. Tu vas avec Git, puis c'est totalement distribué. Du coup, que tu as fait ton pull ou ton clone, tu as des choses locales, tu n'as pas forcément besoin de connexion encore. Là. Donc, parce que souvent, le monde va dire, là, ça va me coûter une fortune en frais de connexion. J'ai pas besoin d'être totalement toujours en ligne. Voilà. Tu as les affaires sur ton portable, donc tu peux travailler dans le train aussi. Voilà. Tu as des gens qui parfois font des trajets, c'est long. Là, on a Git. Je récupère avant de partir, je récupère la dernière version, je travaille en me déplaçant, puis quand je récupère une connexion Internet, je repartage. Voilà. Un autre avantage aussi, c'est que tu as toujours les dernières innovations. Oui. Vu qu'ils poussent à toutes les 3 semaines, tout ce que Microsoft fait qui améliore le produit, tu l'as instantanément presque. Oui, il faut des fois quelques jours pour que tout soit mis à jour sur tous les comptes. Mais dans les 2 jours qui suivent la sortie, on a on a l'annonce et dans les 2 jours derrière, on a récupéré sur notre compte. Puis et souvent, on a aussi des corrections de bugs qui viennent implicites. Et on n'a pas eu besoin de faire de phase de migration ou indiquer à des développeurs d'arrêter de travailler pendant une certaine période pour mettre à jour le serveur ou de venir le week-end faire des astreintes pour pouvoir mettre à jour. Ouais. Donc c'est des frais, des coûts qui sont en moins à gérer, puisque généralement on fait pas ça à sec, on fait ça sur une infrastructure où on teste avant si on peut mettre à jour. Donc ça fait des coûts, c'est long. Et là, on va refaire. Nous, on a encore l'émission Tout le monde en parle. Je pense qu'elle joue plus maintenant en France, mais on a encore cette version-là au Québec. Et il y a toujours dans cette émission-là la question qui tue. Dans votre travail journalier, utilisez-vous la version en ligne ou vous êtes sur des versions locales? Alors ça dépend. Moi, personnellement, j'utilise la version en ligne. Et j'ai un client chez qui on est, donc un client international, chez qui on est justement en train on a créé le compte et on va migrer effectivement une partie des équipes pour l'instant sur Visual Studio Online. Donc on parle d'une grosse organisation, on n'a pas une petite compagnie avec 400 développeurs. Non, là on est sur une organisation avec des développeurs dans le monde entier. Donc les premières équipes, ce sera France et l'Inde. Donc on va migrer.
Et ensuite, on a le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, enfin... Donc, Guillaume, Vraiment, rapidement, a dit oui, moi je l'utilise. Et toi, Michel, est-ce que tu l'utilises? Euh, À part, de le tester, là, mais. Non, j'ai des projets En fait, notre entreprise a un Visual Studio Online où on met nos projets dessus. J'avais un client, maintenant j'y suis plus, ils étaient passés sur Visual Studio Online. Et eux, par contre, ils avaient un mode hybride où la build était en local chez eux parce qu'il fait Donc des ça arrive souvent à cause de contraintes du patrimoine. On Ouais. a besoin de librairies ou si des fois juste nos librairies de sécurité. Mm. On veut pas les mettre en ligne. On veut vraiment. Tu sais, Mm. donc. Et là, c'était vraiment un scénario. Ils étaient sur TFS 2008. Ils ont vu le coup de passer à un TFS 2013, l'infrastructure à installer. Ils n'avaient pas forcément besoin de garder l'historique. Ils se sont dit, bon, on va prendre un snapshot, on va passer sur Visual Studio Online et on fait tout de zéro propre. Mhm. Mais là, actuellement, non, je suis plutôt sur du TFS 2013. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'a pas de problème de migration, parce que là, je vais devoir planifier l'update 4 qui va sûrement être sorti quand le podcast va être publié. Donc, il va falloir passer la mise à jour, c'est-à-dire prévoir une période d'interruption, mettre à jour tester les backups avant, et donc et déployer ça après sur le serveur TFS, les agents de build, enfin, tout ce qui tourne autour, prévenir les développeurs. C'est une démarche qui est pas sans risque et pas sans coût. Puis quand tu es sur la version cloud, ben, c'est transparent. Oui, c'est transparent. Puis alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que nous, on est en France, on est en Europe. Donc, à vrai, on a beaucoup d'entreprises qui sont un peu frileuses, sur l'aspect cloud, à dire, je vais mettre mes données, mon code source dans le cloud. Donc, déjà, c'est plus chez moi. Ouais. Et puis surtout, c'est aux États-Unis. Parce que jusqu'à il y a une semaine, en fait, le seul data center qui hébergeait Visual Studio Online était aux États-Unis. C'est ça, mais là, maintenant, il y en a en Europe. Là. Voilà, maintenant, ils viennent d'en ouvrir un en Europe. Donc, d'ailleurs, pour mon client, on l'a créé en Europe. Et il va y en avoir d'autres sûrement dans le reste du monde. Donc, ça va peut-être aussi pousser un peu plus les entreprises avec cette notion de sécurité. Mes données restent en Europe, au moins. Ouais, t'es sûr qu'il n'y aura pas de gros gouvernement américain à un moment donné qui pourrait dire je veux récupérer ces données-là. Ouais, c'est des contraintes légales aussi qui font que les gens ne vont pas encore sur le cloud. Mhm. Donc, mais ça vient petit à petit. En fait, les gens passent à Azure, passent au monde, au cloud, et les outils vont passer aussi. Au niveau des coûts, on a dit que si tu as 5 utilisateurs et moins, c'est gratuit. Mais donc, après ça, si on est une organisation un peu plus d'envergure, on a parlé que tous les stakeholders, donc toutes les parties prenantes, mais qui ne sont pas des développeurs, eux, ils ont une version gratuite. Mais si, mettons, j'ai une dizaine de développeurs, donc ça veut dire que j'en ai 5 gratuits, mais il faut que j'en achète 5. Quels sont les modèles que je peux mettre en place? En fait, si chaque développeur a un compte MSDN, ce qui normalement devrait être le cas, ils peuvent se connecter à n'importe quel compte Visual Studio Online. Donc, on s'entend, un développeur, dès qu'il y a une version de Visual Studio, aujourd'hui, pour acheter Visual Studio 2013 et plus, ça s'ajoute juste avec une licence MSDN. Donc, une licence MSDN, ça donne automatiquement un compte gratuit sur Visual Studio Online. Exactement. MSDN Premium et Ultimate. Et qu'il faut qu'il soit associé au compte de l'utilisateur. Voilà. Après, il y a des petites contraintes techniques et tout. Mais à partir du moment où on a une MSDN Premium au moins, on a la licence pour Visual Studio Online. Et puis, si on l'a pas, en fait, sur le site, on peut acheter des licences au mois. Ouais. Puis au mois, ça coûte quoi à peu près l'ordre de grandeur? Je crois que ça doit être $20 par personne, par mois, Mhm. pour avoir un accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Parce que donc, on n'a pas dit, mais on a effectivement le source control, on a la gestion de projet, on a la build, mais on a aussi tout ce qui est test fonctionnel. Donc, on a l'interface pour créer nos cas de test et les gérer. Donc, en fait, tout ça va être accessible. On a des minutes de test en cloud aussi. Ouais. On a 50 000 minutes, je crois. On peut faire Minutes d'utilisateurs virtuels. Voilà, et puis il y a quand même une autre version un peu plus basique, donc qui permet d'accéder à moins de choses et qui coûte moins cher. Une dizaine de dollars. Une dizaine de dollars Donc, par on mois. prend une dizaine d'euros. Voilà. Ok. Et puis après, derrière, alors ça c'est pour les entreprises qui peuvent avoir négocié des prix Azure, il y a parfois un peu de réduction, des choses comme ça. Les réductions s'appliqueront parce qu'elles sont facturées, en fait, ces licences, directement sur le compte Azure. Donc, une entreprise qui a déjà un compte Azure avec Microsoft, à quelque part, c'est la même facture là, qui va... Exactement. Voilà, Il suffit, d'ailleurs, dans le portail Azure, on le voit, on associe le compte Visual Studio Online au compte Azure et toutes les minutes de build qui dépassent les 50 minutes ou les minutes de test qui sont dépassées du quota de base sont poussées sur la facture Azure. Mhm. Et c'est de là qu'on va sélectionner, je veux prendre 5 licences Advanced. Donc on les a, elles vont être facturées et ensuite on peut les attribuer
Dans Visual Studio Online, on ajoute les utilisateurs et on leur attribue les licences qu'on a Il réservées. faut le voir comme une ressource cloud en fait. Question pour vous. Est-ce que vous envisagez le jour où est-ce que, quand on va raconter que nous, on a connu ça, avoir son propre serveur de gestion de sources, puis de gestion de l'industrialisation, donc notre serveur TFS en entreprise, les gens vont nous regarder avec un regard un peu bizarre en disant, un peu comme aujourd'hui si on disait à quelqu'un, moi j'ai connu mon industrie, elle fabriquait elle-même sa propre électricité. Est-ce que vous pensez que ça va arriver un jour où on va être dans un mode hybride pendant encore... Quand on voit le nombre de comptes sur Safe qui traînent encore dans les entreprises, je pense qu'on va l'avoir encore quelques temps. Ouais. facilement un autre 20-30 ans avant qu'il y ait une migration... Après, la complexité des outils qu'on a comparé à SourceSafe, tout ça c'est un partage de fichiers. Team Foundation Server, c'est quand même des services web, des bases de données. C'est plus complexe à maintenir. Je pense que les vieux serveurs TFS vont moins durer que les vieux partages de fichiers SourceSafe. Ouais, c'est vrai, parce que c'est pas juste besoin d'avoir un système d'exploitation qui permet de gérer des fichiers, faut que ça soit capable de... Puis là, un jour, il y aura plus de Windows 2008, 2012, quand on va être rendu en 2030, probablement Microsoft va dire, regarde, on les supporte plus, ça, là. Exactement. Donc, ils vont partir plus vite que les comptes SourceSafe. Ouais, On aura toujours des vieux SVN, je pense, par contre. Oui. Non, quand on aura les cheveux blancs un peu et tout, là, je pense qu'on sera les vieux gâteux et on dira, à mon époque, j'avais Ouais. des serveurs Ouais. dans mon entreprise. Et les gens rigoleront. Mais Ouais. comme maintenant, quand on dit aux petits, moi j'avais des disquettes quand j'étais petit. Ouais. Voilà. Après, c'est une question de maturité. Je me souviens des premières versions de TFS qu'on installait. Quand on mettait de la build, on était déjà à un haut niveau de maturité à ce moment-là. Alors que maintenant, c'est juste l'une des premières étapes quand on essaye de monter en maturité un client. Ouais. Et donc, petit à petit, ça évolue. D'ailleurs, Ouais. le logiciel, il a évolué avec ça, puisqu'au début, il n'y avait pas grand-chose, par le source, les work items et la build. Et maintenant, ça a grossi. Maintenant, on a les tests, on a la gestion des releases, et on a tout ce qui est storyboarding aussi avant. Enfin, Mhm. voilà, c'est la LM, on couvre l'ensemble du cycle. Donc, Et on veut même boucler la boucle en faisant le lien avec les gens qui sont avec, en charge Voilà. des opérations. avec le DevOps, effectivement, et faire que la boucle est bouclée. On a le monitoring, on a le retour. Donc ça, c'est une autre chose qu'on a dans Visual Studio Online, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est Application Insights, donc qui est en preview, et Ouais, qui est en c'est fait vrai. toute la partie monitoring de l'application en prod. Et donc tout ce qui est les données à la fois d'utilisation, donc un peu du Google Analytics, quels sont les utilisateurs, quelles sont les fonctions qu'il appelle, mais aussi tout ce qui est télémétrie de base, mon serveur, comment il tourne, l'utilisation CPU, le nombre de requêtes par seconde que j'ai. Donc tout ça, c'est un service en preview qui est hébergé dans Visual Studio Online. Donc, et c'est là uniquement dans le cloud. Donc c'est notre serveur et notre application qui va envoyer des informations. Et donc là, ça permet de boucler. On sait ce qui se passe, on sait comment se passe notre service en Puis on peut facilement aussi rajouter, savoir où nos utilisateurs passent dans l'application, puis se rendre compte que, regardons ça, cette section-là de l'application n'est jamais utilisée. Voilà. Ou... Donc ça sert à rien de mettre de l'argent dessus. On peut mettre nos propres informations dedans. Tout à fait. Et je peux voir aussi l'intérêt d'un outil en forme SaaS, c'est que comme c'est en ligne et c'est disponible tout le temps, on a de l'interactivité avec d'autres services. Ça peut être des points d'entrée comme on peut avoir vu l'année dernière sur Trello, où je bouge mes cartes dans Trello parce que j'ai des gens qui ont habitué à le faire, ça va automatiquement mettre à jour mes work items. Et ça, c'est difficile de le faire quand on est en local parce que nos serveurs TFS, on a derrière une rangée de firewall qui n'est pas connectée. Là, c'est Microsoft qui gère cette connectivité-là pour nous et qui gère la sécurité pour nous. Et puis en plus, c'est encore plus dur de le faire en local que pour l'instant, c'est pas disponible. Oui. Ouais. Justement, comme on le dit, Visual Studio Online le permet, toutes ces interactions avec des services externes, et ce n'est pas encore disponible sur... Peux-tu dire aussi que là, un autre gros argument, c'est quand tu es sur la version cloud, sur la version online, tu as toujours, tu connaîtras plus ça de dire, on doit faire une migration parce que ça fait 3 ans qu'on est sur notre vieux TFS et là, on doit aller vers version, je sais pas moi, 2015 et ça, on sait que ça va être un énorme challenge. Là, quand la version 2014 va être annoncée, ça va être celle-là que vous allez utiliser le lendemain matin parce que c'est elle qui va être sur le... C'est même, pas complètement je pense, mais quand il y aura la prochaine version, les gens qui seront sur Visual Studio Online auront déjà quasiment tout de disponible. Parce qu'ils ramassent depuis Parce un que an. eux, ils ramassent depuis un an, toutes les 3 semaines, les nouveautés. Alors il y aura sûrement
c'est une version majeure, hein, donc il y aura un petit gap, il y aura pas mal de versions qui vont peut-être apparaître, mais ils en auront connu déjà une bonne partie avant. Donc ça, c'est vraiment un plus pour juste se dire, j'ai un service et j'ai pas à m'embêter avec des mises à jour, et puis les nouveautés, elles arrivent au fur et à mesure. Puis si elles m'intéressent, je les utilise, et si elles m'intéressent pas, elles sont là, tant pis, ça va pas m'empêcher de travailler. Puis pour nos auditeurs qui pourraient peut-être se dire, ouais, mais c'est pas dangereux de déstabiliser, puis de se retrouver avec des bugs et tout. Faut dire que, bon, c'est pas nouveau, là, faire ça. Puis il y a des plateformes d'autres produits compétiteurs, ou en tout cas pas d'autres produits compétiteurs, mais de d'autres fournisseurs, qui font ça depuis maintenant presque 10 ans. Je pense entre autres à WordPress, qui eux autres aussi là, déploient en continu leur engin pour héberger dans ce cas-là, c'est pas juste des sites web, mais c'est plus des blogs. Ça fonctionne, là. Depuis 2005, ils font ça fait presque 10 ans et on n'a jamais connu dire faut revenir en arrière, c'est transparent, puis c'est un peu ce qu'on voit là avec l'offre online. C'est parce qu'ils ont aussi des équipes organisées pour faire cela, ils font pas des grosses mises à jour. Nous, quand on met à jour TFS, on va mettre à jour tous les 3 mois. Ça va être de la mise à jour de binaire, mettre à jour la base de données, des grosses mises à jour des fois. Tandis que sur Visual Studio Online, c'est des petites mises à jour à chaque fois. Ils savent le faire compte par compte, donc ils savent gérer cette complexité-là que nous, on sait pas gérer parce que c'est pas la mentalité de l'outil qu'on a sur notre site. Donc ils ont aussi adapté leur outil à cette démarche de cloud, de mettre à jour en continu et de maintenir la qualité de service. Et puis adapter les process aussi. Effectivement, ils mettent à jour toutes les 3 semaines, mais s'il y a un bug bloquant, il va être corrigé au plus tôt. Oui. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle, qui est d'un ancien employé de Microsoft qui est allé travailler chez WordPress dans les années 2010, Scott Berkland, pour pas le nommer. Lui, il était à l'époque avec l'équipe de IE, mais dans les bonnes années de IE, il a monté IE jusqu'à IE 6. Et il raconte son année qu'il a passée chez WordPress et il raconte toute la culture, comment ça fonctionne, les développeurs là-bas. C'est quand tu as une fonctionnalité qui vient en production, t'es en support dessus là, pendant les 3, 4, 5 prochains jours jusqu'à temps qu'on soit sûr que c'est vraiment très stable, qu'il n'y a rien. Puis ça fait partie de la culture. Tu fais pas juste dire moi je pitch mon code puis c'est plus mon problème. Non, c'est ton problème tant que c'est pas sûr que tout fonctionne bien en production, puis ça prend souvent 2-3 jours avant qu'on soit sûr qu'il n'y a pas eu un problème bloquant. C'est ça, ils vont y aller par étapes, puis dès qu'ils voient qu'il y a un problème bloquant, ils vont corriger tout de suite et ils vont repousser. Parce que on veut pas revenir en arrière, on veut vraiment livrer la fonctionnalité et la corriger s'il y avait quelque chose. Mais ça, c'est une mentalité qu'on a en entreprise qui est difficile à combattre, le mot rollback. On veut toujours vouloir revenir en arrière alors que faut avancer. Toujours à essayer de trouver avant de savoir si on est en prod, si on peut revenir en arrière. Alors plutôt se dire, si on a un problème, est-ce qu'on peut continuer à aller en avant et faire des corrections très vite. On s'entend que ces gens-là, ils vont en avant. Les rollbacks, ça n'existe plus, en tout cas dans ces cultures-là. On s'entend, ça va continuer à exister encore dans nos entreprises, en tout cas pour tout ce qui est sur site, pour probablement jusqu'à la fin de vie des serveurs sur site, parce que c'est inévitable. D'ici 100 ans, quand on va dire qu'on avait des serveurs locaux, les gens vont dire, tout va être sur le cloud un jour. Ce qui va juste rester, c'est nos téléphones puis nos portables, que forcément, ils vont nous appartenir, ça va être nos ordinateurs à nous. Écoutez, en terminant, est-ce que... je n'ai même pas posé la question, donc je vous mets un peu sur la sellette. Mais y a-t-il comme un site web ou quelque chose que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Ça peut être même quelque chose qui n'a rien à voir avec le produit qu'on a parlé aujourd'hui. Juste, je vais sur ce site-là, puis il y a toujours quelque chose d'intéressant. Alors déjà, juste au moins sur le sujet, il y a le site visualstudio.com qui est le site donc sur lequel on va pouvoir créer son compte, mais qui a aussi on va retrouver toutes les informations sur le produit. Donc si on veut avoir une idée de ce que ça fait, des licences, donc c'est un très bon site. Il y a une très bonne communication avec les news pour savoir ce qui se passe, les updates. Donc là, le site est très bien. Il y a une page même qui contient toutes les mises à jour qu'il y a eu depuis le début de la plateforme, c'est-à-dire, je l'ai sous les yeux depuis quasiment on a des logs depuis 2012. Et, pour chaque mise à jour, quand est-ce qu'elle était disponible dans Visual Studio Online et quand est-ce qu'elle était disponible dans Team Foundation Server. Donc quand on regarde pour chaque fonctionnalité, on sait si elle sera disponible, si elle a déjà été, et sinon quand. Et donc on a une notion, c'est le backlog en fait de Visual Studio. Tout à fait. Après, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est ALM ou produits Microsoft,
moi je leur recommande le blog Visual Studio ALM, donc de Microsoft, où il y a énormément Puis d'informations. là, on va mettre nous les liens là, sur la page. Et sur Virtual Academy, il y a beaucoup de choses aussi. Pour ceux qui veulent se former aux outils, il y a des très bonnes vidéos. C'est qui gratuit, ça te C'est gratuit, oui. T'as un Qui site permettent de se former. Il y a plusieurs heures sur toute la gamme Type Foundation Server. C'est pas vraiment visionnel, mais ça colle quand même sur 80, puisque ces deux produits sont sur 90% de même ADN. Ouais. Donc il y a plusieurs heures de vidéos ou de démonstrations de chaque partie qui permet de bien prendre en main la plateforme et pourquoi pas repasser les certifications, puisque c'est le but de ces vidéos-là à la fin. Mais au moins de comprendre comment elles fonctionnent et derrière les implications et les avantages de chaque outil. Donc Virtual Academy, très bien. Mhm. Ouais. Ben écoutez, on vous remercie. Puis nous, on va arrêter l'enregistrement, puis on va retourner se rasseoir dans nos salles de conférence. On a des conférences qui nous attendent. Merci, bon, à la prochaine. Merci. Merci.